Bonjour, je me présente, je m'appelle Jennifer Filion, je suis agronome de formation et aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du climat pour la région de la Gaspésie. Alors, pour débuter, avant de vous parler vraiment des indicateurs agroclimatiques, je voulais vous informer sur d'où viennent les informations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, en fait, ils proviennent d'Ouranos. C'est quoi Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale, donc basé au Québec. Eux, pour faire leurs prévisions climatologiques, vont se baser sur des scénarios climatiques que les climatologues considèrent comme étant le plus crédible à ce jour. Pourquoi je dis à ce jour? En fait, c'est parce que la climatologie, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est des informations à l'échelle de la région. Donc ici, c'est pour la Gaspésie. Donc, on va vous présenter toujours deux scénarios. Un qui va démontrer les moyennes pour le scénario du passé, donc de 1991 à 2020, et l'autre qui va montrer les moyennes pour le scénario futur, donc 2041 à 2070. Ce scénario-là, on l'appelle aussi Horizon 2050. Donc, on serait maintenant rendu à parler de notre premier indicateur agroclimatique. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais bien vous expliquer comment va fonctionner la présentation des cartes que vous voyez ici apparaître. Donc, vers la gauche, vous avez en fait la carte qui représente le scénario historique et vers la droite, celle pour le scénario futur, donc l'horizon 2050. Au milieu, c'est la légende. Donc, celle-ci est commune aux deux cartes. Si maintenant on se concentre un peu plus au niveau de la carte, donc question de vous situer, là évidemment on est pour la région de la Gaspésie, donc vous seriez Gaspé dans ces alentours ici et Percé là, aux environs d'ici. Aussi, vous voyez des petites tuiles apparaître, donc de couleurs différentes. Celle-ci, à titre informatif, elle représente une superficie de 10 km par 10 km. Au niveau maintenant de l'encadré que vous allez voir sur certaines diapositives, donc lui présente en fait les moyennes pour le scénario historique, 91 à 2020, puis les moyennes pour le scénario futur. On a ensuite notre delta qui lui représente la variabilité qui est anticipée. Et finalement, entre parenthèses, c'est l'incertitude qui est associée au modèle. Si on revient maintenant à notre indicateur climatique, qui est en fait la température moyenne annuelle, on est en mesure ici d'observer une augmentation des températures annuelles à l'échelle de la région. Alors, effectivement, si on regarde notre variabilité, on prévoit une augmentation de 2,2 degrés Celsius en moyenne pour finalement passer d'une température de 3,3 degrés Celsius à 5,5 degrés Celsius euh, sur l'année. Passons maintenant à la variation saisonnière. Alors, je viens de vous présenter les moyennes de température sur une base annuelle, mais j'aimerais maintenant qu'on se penche sur la variation mensuelle de cette température. Mais d'abord, je vais vous expliquer encore une fois le graphique qui est présenté ici. Donc, vous voyez deux lignes. La première qui serait rouge, qui elle représente l'horizon 2050, et la deuxième qui est noire et représente le scénario passé. Donc, c'est les températures qui ont été observées. Donc, la première observation qu'on peut faire à partir de ce tableau, c'est que pour la Gaspésie, on remarque une augmentation de la température, peu importe le mois de l'année. Parce que, effectivement, la ligne rouge, en fait, elle est toujours au-dessus de la ligne noire, indépendamment du mois qu'on considère. Ensuite, la deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des températures, elle est parfois plus importante selon le mois de l'année qu'on regarde. Donc oui, la température, elle va toujours être plus élevée, mais la variabilité de cette augmentation-là, elle va dépendre du mois de l'année. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'encadré. Donc en fait, lui présente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. C'est pour ça qu'on retrouve la variabilité là, en moyenne de 2,2 degrés Celsius que j'ai présenté à la diapositive précédente. Maintenant, si on passe à l'évolution des précipitations
totales cumulées par mois. Donc ça, en fait, c'est quoi? Les précipitations totales, elles représentent celles sous forme de pluie et de neige. Donc ça, c'est quand même important à spécifier ici. Mais ce qu'on peut observer, c'est que l'évolution dépend réellement des mois c'est ça, au contraire de ce qu'on observe pour la température mensuelle. Ce que je veux dire, c'est que si on se concentre d'abord, par exemple, sur les mois de l'hiver et du printemps, on réalise que les précipitations totales vont connaître une augmentation ou sont en augmentation. Mais si on se concentre plutôt maintenant sur les mois d'été et d'automne, on remarque que l'augmentation est moindre. Parfois, elle est égale, semble peut-être un petit peu être inférieure là, si on prend en exemple le mois de septembre. Mais ce qu'on réalise, dans le fond, ou ce qu'il faut retirer du graphique, c'est que malgré les diminutions ou la stagnation qui est observée pour certains mois, ben, il va ressortir quand même une augmentation annuelle des précipitations totales. C'est ce qu'on voit ici là, dans l'encadré, comme je vous montrais, où on remarque une augmentation prévue de 66 mm de précipitations sous forme de pluie et de neige à l'échelle de l'année. Alors avant de poursuivre avec les autres indicateurs agroclimatiques, je voulais aborder le thème des événements extrêmes. Pourquoi c'est pertinent d'en parler? Bien, c'est parce qu'on sait que ces événements-là peuvent grandement affecter l'agriculture, en affectant notamment les cultures et les élevages. Donc, effectivement, quand ce type d'événement va se produire, bien souvent, ça vient avec d'importantes conséquences. Mais il faut quand même apporter des nuances et faire attention parce que bien qu'il y ait des événements extrêmes qui sont, oui, liés au changement climatique, il y en a d'autres qui, eux, vont plutôt ressortir de la variabilité naturelle. Donc, pas de lien direct avec l'évolution du climat. C'est quoi la variabilité naturelle? C'est en fait ce qui fait en sorte que d'année en année, le volume des précipitations ou encore la température va varier. La deuxième nuance que je veux ici apporter, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes évoluent rapidement ou relativement rapidement. Donc aujourd'hui, ce qu'on présente, bien, c'est ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors, je vous disais justement qu'il y avait des événements pour lesquels il y avait des incertitudes, mais il y a quand même des événements extrêmes pour lesquels on est plus certain. Alors, par exemple, il va y avoir une diminution des vagues de froid extrême et il va y avoir une augmentation des vagues de chaleur. Et ces périodes de chaleur-là vont être plus longues et encore plus chaudes. Il y a maintenant d'autres événements pour lesquels on est presque certain. Je dis presque certain parce qu'en fait, il y aurait suffisamment d'études pour quand même être en mesure de ressortir des tendances qui sont claires. Donc, à ce niveau, on sait qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et ces pluies-là vont être plus intenses. Il devrait aussi y avoir plus de cellules orageuses localisées et elles seront aussi plus intenses. Il y a maintenant des événements extrêmes pour lesquels on en sait moins parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'études pour faire ressortir des tendances claires, notamment en exemple, prenons le verglas. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faut savoir que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain et en plus, il est aussi difficile à simuler. Mais il semblerait tout de même que le climat futur pour le sud du Québec connaîtra une diminution des épisodes ou bien en fait plutôt du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces événements-là ne se reproduiront plus jamais. C'est quand même les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement qu'est le verglas. Au niveau maintenant des rafales de vent, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu des observations dans les dernières années montrant une certaine évolution, mais ça ne semble pas y avoir pour le moment de tendance claire ni de lien direct avec les changements climatiques. Pour finir sur cette diapositive, au niveau de la grêle, bien ça en fait c'est un sujet pour lequel on n'a pas vraiment de données, mais qui est à l'étude. Donc, on va pouvoir revenir à nos indicateurs agroclimatiques. Alors là, on a vu les tendances sur une base annuelle. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir les indicateurs agroclimatiques pour la saison froide, la saison hivernale,
Et dans un deuxième temps, on va aller aborder ceux qui sont relatifs à la saison de croissance. Donc, commençons d'abord avec l'indicateur pour la température minimale en hiver. Alors, je précise d'abord qu'ici, on présente les données pour le mois de janvier. Donc, c'est réellement la température la plus froide de l'année. Donc, c'est la moyenne des températures les plus froides ayant été observées au mois le plus froid de l'année. Expliquons, avant d'entrer plus dans les détails, un peu le graphique qui est présenté ici. Donc, d'abord, vous avez l'axe des X qui représente des années. Donc, c'est une période d'environ 100 ans, de 1970 à 2070. Sur l'axe des Y, vous aviez ici l'indicateur agroclimatique auquel on s'intéresse. En ce moment, bien, c'est la température minimale en hiver. Ensuite, on a la ligne pointillée qui, elle, représente les observations qui ont été faites au cours des dernières années. Donc, les observations réelles. Ensuite, on voit les lignes donc dans le graphique. La première, si on prend la rouge, elle représente le scénario RCP 8.5. Donc, c'est un scénario en lien avec les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, qui est un scénario pessimiste. Donc, qui veut, selon lui, dans le fond, qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais une réduction sur le long terme. La ligne bleue, quant à elle, représente le scénario qui est optimiste par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, selon celui-ci, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre sur une échelle à plus court terme. Alors, ce scénario-là, on le nomme RCP 4.5. Nous, ce qu'on présente, c'est la médiane. Donc, c'est un scénario qui est considéré comme étant plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Maintenant, en vert, c'est ce que je vais appeler l'enveloppe, donc sur le graphique. Ça représente l'incertitude des modèles. Alors, en fait, c'est toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur à considérer. Donc, si on revient à la région de la Gaspésie et qu'on essaie de retirer une information de ce graphique. En fait, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la température moyenne minimale. En d'autres termes, ça veut dire qu'on va connaître moins de froid extrême dans le futur. Ici, je rappelle que les données qu'on présente représentent une moyenne sur 30 ans. Maintenant, pour illustrer euh, cette diminution de la température moyenne minimale en hiver, prenons en exemple le mois de janvier, où pour la Gaspésie, dans le passé, donc de 91 à 2020, la température moyenne minimale s'élevait à moins 26,8 degrés Celsius. Mais elle va passer dans le futur à moins 22,2 degrés Celsius. C'est donc une augmentation de 4,7 degrés. Quand même notable au niveau de l'augmentation de la température moyenne minimale en hiver. Si on s'attarde maintenant au nombre de cycles de gel-dégel. Alors d'abord, c'est quoi un cycle de gel-dégel? En fait, c'est une journée où on va connaître une température maximale qui est positive, donc au-dessus de zéro, et aussi une température minimale en dessous de zéro. Donc en fait, c'est de vivre du gel et du dégel à l'intérieur de la même journée. Ce qu'on observe d'abord au niveau de l'année au complet, c'est une diminution du nombre de jours où il y a une occurrence d'un cycle de gel et dégel. Donc, passant de 87 jours à 77 jours en moyenne. C'est donc une diminution de 10 jours où il y a l'occurrence d'un de ces cycles. Là où ça devient intéressant et sur quoi je veux apporter votre attention, c'est à l'hiver. Parce que c'est le contraire qui se produit. Donc, on observe plutôt une augmentation du nombre de jours où il y a un cycle de gel-dégel, passant de 15 à 23 jours, pour une augmentation en moyenne de 8 jours par année. Ça, en fait, c'est lié vraiment à l'augmentation des températures. Si on regarde maintenant l'indicateur qui concerne les précipitations hivernales,
Maintenant, ici, je veux spécifier que les précipitations totales auxquelles on fait référence, encore une fois, incluent celles sous forme de pluie et de neige. Donc, ce qu'on observe, c'est une augmentation des précipitations totales. Donc, en réalité, on devrait gagner en moyenne 27 mm de précipitations à l'hiver pour la région de la Gaspésie. Mais la réelle question ici qu'on doit se poser, c'est sous quelle forme ces précipitations vont tomber dans le futur. Donc, c'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre à l'aide de ce tableau que je présente ici. Donc, premièrement, vers la gauche, vous avez les données pour le scénario passé, donc de 91 à 2020, et à droite, les données pour le scénario futur, donc 2041 à 2070. Pour chacun des scénarios, on va vous présenter les précipitations totales sous forme de pluie, les précipitations totales sous forme de neige et finalement le ratio des précipitations qui vont tomber sous forme de pluie. C'est la même logique à suivre pour l'horizon 2050. Ici, vous avez peut-être remarqué qu'on met au niveau des précipitations sous forme de neige, c'est en millimètres. Donc, ça pourrait paraître peu, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un équivalent en eau. Donc, quand on fait fondre la neige, ça va donner combien de millimètres d'eau? Là où je veux maintenant attirer votre attention, c'est sur les totaux intermédiaires. Donc, la ligne qui est juste ici. Si vous remarquez, pour le scénario passé, le total des précipitations sous forme de pluie s'élevait à 281 mm. Elles vont augmenter dans le futur à 367. Donc, c'est évidemment une augmentation notable. Pour illustrer un peu plus, on va passer de 45% des précipitations sous forme de pluie, donc moins de la moitié, à plus de la moitié, donc 55%. En suivant cette logique, les précipitations qui vont tomber sous forme de neige, elles, vont subir une réduction, passant de 321 à 289 mm. Si on se concentre maintenant un peu plus mois par mois, qu'est-ce que ça donne? Si par exemple on regarde pour le mois de décembre, on réalise que les précipitations qui tombent sous forme de pluie passent de 22% à 36% pardonnez-moi, pour le mois de décembre. Un peu de la même façon, elles vont passer de 7% à 13% pour le mois de janvier. Donc, c'est pratiquement une augmentation du double des précipitations qui tombent sous forme de pluie. Donc, si on conclut sur ce tableau, on observe en fait une augmentation des précipitations sous forme de pluie à l'hiver. Et ça, encore une fois, eh bien, c'est lié à l'augmentation des températures. Avec la diminution des précipitations sous forme de neige, vient aussi en fait la réduction de la durée de la période d'enneigement. Au fait, pour votre information, lorsqu'on parle de durée d'enneigement, on fait référence à dès qu'il y a plus de 3 cm de neige au sol. Et j'aimerais aussi attirer votre attention ici sur le fait que les périodes qui sont présentées pour le scénario du passé sont un peu différentes. C'est simplement parce que les pas de temps pour ces modèles sont différents, mais je voulais vous le préciser, là, étant donné que c'est de l'information qui est mise en rouge ici. Donc, ce qu'on observe, en fait, pour la Gaspésie, c'est une réduction d'en moyenne 52 jours de la durée de la période d'enneigement. Donc, c'est important quand même comme réduction, ce qui nous fait passer de 161 jours à 109 jours dans le futur. Pour l'épaisseur maximale du couvert de neige, donc vous allez peut-être encore une fois remarquer que c'est présenté en millimètres. Donc, c'est suivant la même logique, c'est effectivement parce que c'est en équivalent d'eau de la neige. Mais l'important à retenir ici, c'est que 1 mm de neige qu'on présente ici justement, c'est environ l'équivalent d'un centimètre de neige, mais avant qu'il y ait eu compaction ou tassement. Alors finalement, pour la Gaspésie, l'épaisseur maximale du couvert de neige va se voir réduire de 107 mm dans le futur, donc passant de 229 à 122 mm. Alors en fait, le fait de réduire la durée du couvert de neige et l'épaisseur maximale du couvert de neige amène évidemment des impacts, notamment sur les plantes. C'est pour ça qu'on va parler ici du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. Alors premièrement,
Concrètement, c'est quoi ce potentiel d'endurcissement? En fait, c'est quand la plante va aller relocaliser ses réserves au niveau de ses racines. Ça va lui permettre en fait de passer l'hiver puis de résister au froid. Maintenant, pour que ce processus puisse bien se faire, ce qu'il nous faut, c'est des journées où la température est fraîche. Et pour mesurer ce potentiel d'endurcissement, on va utiliser des degrés froids, ce qu'on présente ici dans le graphique. Des degrés froids, c'est quoi? C'est en fait l'accumulation des degrés jour base 0. Donc, quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, on va considérer qu'une plante est suffisamment endurcie quand elle accumule un total de 100 degrés froids. Alors, pour la région de la Gaspésie, on remarque une faible évolution au niveau des degrés froids là, et du potentiel d'endurcissement, donc passant de 131 à 127 dans le futur. On peut aussi maintenant se pencher sur la perte d'endurcissement. Donc ça, c'est quoi? C'est le fait que les plantes fourragères peuvent perdre leur endurcissement pendant l'hiver. Ça arrive quand il y a des redoux hivernaux. Donc s'il y a des températures chaudes, bien, ça peut venir affecter la plante et provoquer une perte d'endurcissement. Et ça a des conséquences ou peut avoir des conséquences sur la survie de la plante. Cette perte d'endurcissement, cette fois-ci, on la calcule à l'aide de degrés jour base 0, ce qu'on vous présente ici. Donc, en gros, pour la Gaspésie, on constate une faible augmentation et donc pas nécessairement d'impact important. Je réitère l'importance, ou plutôt je mets l'importance sur la grande variabilité qui est observée au cours des dernières années. Donc, si on se fie là-dessus, selon l'enveloppe verte qu'on peut voir, bien, la variabilité comme ça va continuer et devrait se maintenir. Alors, et voilà, on aurait passé à travers les indicateurs agroclimatiques qui sont reliés à la saison froide. Mais je voulais en profiter pour vous faire un petit résumé, dans le fond, de ce qu'on a vu. Alors, on a vu qu'il va y avoir une augmentation des températures en hiver, donc moins de froid extrême. Ensuite, on a vu qu'il allait y avoir une modification au niveau des régimes de précipitation. Donc, si on se rappelle, plus de pluie pour moins de neige. Mais au total, globalement, une augmentation des précipitations totales. Ces indicateurs-là, d'ailleurs, peuvent évidemment avoir des impacts sur les plantes, comme ça l'a été mentionné. Mais on a vu que pour la région de la Gaspésie, ça évoluait très peu au niveau de la perte d'endurcissement ou du potentiel d'endurcissement. On va maintenant pouvoir passer aux indicateurs qui concernent la saison de croissance. Alors, justement, quoi de mieux pour commencer les indicateurs qui concernent la saison de croissance que la date du début de cette saison, justement. À titre informatif, on va considérer que la saison de croissance peut débuter quand on a atteint 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius. Pour déterminer cette date, d'ailleurs, on va se baser sur l'échelle des jours juliens. Maintenant, ce qu'on remarque pour la région de la Gaspésie, c'est qu'on va passer d'une date de début de saison de croissance d'en moyenne évaluée au 8 mai à en moyenne au 27 avril. Donc un devancement de la date de début de saison de croissance d'environ 11 jours en moyenne. Au niveau du dernier gel printanier, toujours avec comme référence les jours juliens, pardonnez-moi. D'ailleurs, je vais en profiter ici pour faire une parenthèse tout de suite. L'échelle des jours juliens va être aussi utilisée quand on va aborder les thèmes du premier gel à l'automne et de la fin de la saison de croissance, là, quand on détermine les dates appropriées. Bon, si on revient à la Gaspésie et à notre dernier gel printanier, ce qu'on peut voir, c'est un peu comme pour la date du début de la saison de croissance, la date du dernier gel printanier va être devancée. Donc, passant du 3 mai en moyenne dans le passé au 22 avril en moyenne dans l'horizon 2050. Donc, ce qui représente un devancement de 11 jours en moyenne.
Si maintenant on regarde le synchronisme entre saison de croissance et gel, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué déjà une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. En fait, ce qu'on peut observer, c'est un devancement donc de 11 jours de la date du début de la saison de croissance et de la même façon, un devancement aussi de 11 jours de la date du dernier gel printanier. Donc, c'est possible qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps, mais dû à la variabilité, le phénomène pourrait quand même encore être observé certaines années. Si on regarde maintenant la date plutôt les indicateurs qui sont reliés à l'automne à ce niveau-là, on peut observer les mêmes tendances, c'est-à-dire un retardement de la date du premier gel automnal et un retardement de la date de la fin de la saison de croissance. Alors, pour synthétiser ici, le message qu'on veut que vous reteniez, c'est que tous les indicateurs sont en quelque sorte synchronisés dans leur modification. Donc, devancement du début de la saison de croissance et retardement de la date de fin de la saison de croissance. Ici, avec cet indicateur, je voulais mettre en évidence la valeur de l'allongement de la saison de croissance. Donc, pour chiffrer, pour la région de la Gaspésie, ça représente une augmentation de 23 jours au niveau de la durée de la saison de croissance, passant ici de 173 à 196 jours en moyenne à l'échelle de la région. Aussi, ces 23 jours-là, bien, comme ça a été mentionné, sont plutôt bien répartis au printemps et à l'automne. Bon, alors oui, la saison de croissance va être allongée, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir profiter des jours supplémentaires qu'on a gagnés? Par exemple, en étant capable d'aller semer plus tôt. Alors, l'indicateur que je présente ici, qui est les précipitations printanières, donc pour les mois de mars, avril et mai, ça fait partie des indicateurs pertinents pour tenter de répondre à cette question, justement. Donc, ce qu'on observe, c'est que sur les 3 mois présentés, on voit une augmentation d'en moyenne 22 mm, pardonnez-moi, pour la région, passant ici de 245 mm à 267 mm en moyenne pour la région. Mais ce qui est important de voir, c'est que si on se rappelle le graphique en début de présentation sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, on avait vu en fait que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir une concentration des précipitations très importante lors des semis. Mais je veux quand même réitérer l'importance en fait de considérer la variabilité au niveau des observations faites dans le passé. Parce que oui, on a connu des printemps qui étaient très pluvieux et d'autres qui étaient relativement secs. Donc, si cette variabilité, ou comme ça l'indique ici, la variabilité va continuer et donc certaines années, on va réellement être capable de pouvoir profiter de l'allongement de la saison de croissance. Si maintenant on regarde les unités thermiques maïs, donc les UTM, alors avec en plus l'allongement de la saison de croissance, on voit sur ces cartes une augmentation justement des UTM. Bon, ici, je vais apporter une petite spécification parce qu'on présente les UTM maximum potentiels. Donc, en fait, ça, c'est un calcul qui est réalisé depuis le premier jour où la température moyenne atteint le seuil minimum de 12,8 degrés Celsius sur 5 jours. Mais tout de même, à l'échelle de la région, ça représente une augmentation d'en moyenne 599 UTM pour la Gaspésie. Maintenant, au niveau des degrés jour, ici, ce qu'on peut observer, c'est une augmentation donc de 365 degrés jour à l'échelle de la Gaspésie. À titre informatif, je veux vous spécifier ici que les degrés jour base 5, bien ça, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés Celsius sur toute l'année. Donc, je rappelle, ce qu'on prévoit, c'est une augmentation du nombre de degrés jour pour la Gaspésie.
Maintenant, pour le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius, ce qu'on observe ici, c'est une augmentation de 4 jours où la température va être supérieure à 30. Donc, passant de 1 à 5 jours pour, encore une fois, la région de la Gaspésie. Maintenant, on va s'attarder au nombre de jours avec une température de nuit qui est supérieure à 20 degrés Celsius. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, c'est une légère augmentation. Mais pourquoi, en fait, je veux parler de cet indicateur-là? C'est parce qu'il faut savoir que lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la température de nuit diminue, bien, c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais si au contraire, dans le futur, ça deviendrait chaud le jour, pardon, et en plus que la température de nuit resterait élevée. Bien, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation pour les animaux et les cultures. Donc, c'est pour ça que je présente quand même l'indicateur, cet indicateur-là, même si pour la Gaspésie, ce n'est pas très, très important comme évolution. Donc, le prochain indicateur auquel on va s'attarder, c'est le nombre de canicules annuelles. Bon, alors en fait, c'est quoi qu'on considère comme une canicule? Ça représente une période où la température est supérieure à 30 degrés Celsius et pour au moins 3 jours consécutifs. En fait, le nombre de canicules, ça représente le résultat des derniers indicateurs qui ont été présentés et donc qui peuvent se transposer sur les épisodes de canicule ou en quelque sorte sur les événements extrêmes. Pour la Gaspésie, maintenant, bien, on voit que l'augmentation de ces périodes-là n'est pas très importante. Si on revient maintenant à nos variations saisonnières, bien là, je crois qu'on l'a bien mis en évidence, les températures, elles vont augmenter et elles augmentent aussi, bien justement, en été. Alors, c'est d'ailleurs ce qui est mis en évidence avec le cercle vert, pardonnez-moi, qui est présenté là, ou apposé sur le graphique. Dans l'encadré à droite, on voit l'historique des températures moyennes en été, donc qui était d'en moyenne 15,9 degrés Celsius, avec une variation attendue de plus 2,0 degrés Celsius. On devrait finalement atteindre dans l'horizon futur une moyenne de température en été s'élevant à 17,9 degrés Celsius. Alors ça, inévitablement, bien, ça pourrait se traduire en plus d'évapotranspiration pour les plantes. Mais si on regarde maintenant au niveau des précipitations totales mensuelles, ce qu'on peut encore une fois réaliser, c'est que l'évolution ici est moindre. Donc, ce qu'on voit dans l'encadré, c'est qu'en moyenne, il devrait y avoir 8 mm d'augmentation pour les mois de l'été. Donc ça veut dire 8 mm répartis au niveau des 3 mois de l'été. Donc, évidemment, bien, ça pourrait avoir un impact sur les besoins en eau des plantes, ou en d'autres termes, ça se pourrait que leurs besoins ne soient pas comblés par les précipitations. C'est justement ce qu'on peut observer avec le bilan hydrique. Petit rappel, le bilan hydrique, ça correspond en fait au total des précipitations mensuelles moins l'évapotranspiration des plantes, qui ici, la référence utilisée est en fait la prairie rase. Si on revient à notre graphique, vous avez en vert les données pour l'horizon passé et en orange les données pour l'horizon 2050. Alors, ce qu'on retire ici, c'est que le déficit hydrique s'aggrave d'un mois à l'autre. Si maintenant on fait le cumul de ce déficit hydrique à la fin de l'été, ça nous donne en moyenne un moins 59 mm au niveau du déficit hydrique pour l'horizon futur, en comparaison à un moins 41 mm qu'on connaissait plutôt dans le passé. Donc, c'est vraiment une aggravation du déficit hydrique dans le futur. Toutefois, ici, j'amène une nuance parce qu'en fait, ce graphique, il ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais en réalité, mis à part les précipitations, mais il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante est en mesure d'aller chercher. Donc, notamment, elle pourrait combler ses réserves, justement, ses besoins, pardonnez-moi, justement avec les réserves en eau du sol.
Sauf qu'à la fin de l'été, il peut quand même arriver que ces réserves soient fortement diminuées et que les plantes bien réellement souffrent du manque d'eau. Une autre information qui est pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Donc en fait, en plus de la diminution des précipitations en été, on va aussi avoir une modification de la répartition de ces précipitations. C'est ce qu'on voit justement avec les périodes sans pluie, donc les périodes de sécheresse. Pour votre information, on considère une période sans pluie quand les précipitations cumulées sont inférieures à sont inférieures à 3 mm. Donc ça, c'est inférieur à la rosée. Si on regarde maintenant notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours, donc où il ne pleut pas, va augmenter d'une période dans le futur. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que la durée de ces épisodes de sécheresse va augmenter. Donc, passant pour la Gaspésie de 66 jours en moyenne à 75 jours. C'est donc une augmentation de 9 jours au niveau du cumul du nombre de jours sans pluie. Alors, revenons maintenant à l'automne. En fait, en gros, c'est la même question qui nous revient par rapport à la possibilité de prolonger l'allongement de la saison de croissance qu'on a présenté plus tôt dans la présentation. Donc, si on suit justement la même logique, bien, on va encore une fois regarder les précipitations. Et là, évidemment, ça va être celle de l'automne. Donc, est-ce qu'on va être capable d'aller récolter? Donc, de façon générale, ce qu'on remarque, c'est que ça reste relativement stable au niveau des précipitations automnales. Mais, je réitère encore une fois l'importance d'aller regarder notre variabilité dans les années passées. Donc, on a connu des automnes très secs, d'autres plus pluvieux, disons. Et donc, avec cette variabilité qui va se maintenir, on devrait effectivement être capable, certaines années, de profiter de l'allongement de notre saison de croissance. Donc, justement, en revenant sur l'allongement de la saison de croissance, je voulais remettre ici, là, dans le fond, la date du premier gel automnal. Donc, pour la Gaspésie, en moyenne, on se situait autour du 10 octobre. Dans le futur, on devrait plutôt se situer en moyenne du 22 octobre. Ce qui fait un retardement de 12 jours au niveau de l'occurrence du premier gel automnal. Et de la même façon, la date de fin de la saison de croissance est elle aussi retardée dans le futur, passant d'en moyenne du 30 octobre à en moyenne au 10 novembre dans le futur. Et voilà, donc on a déjà fini la présentation d'aujourd'hui. Je vais encore une fois en profiter pour faire un petit résumé, mais seulement au niveau des indicateurs concernant la saison de croissance. Donc, on a vu qu'on prévoit une augmentation de la température qui, elle, va permettre un allongement de la saison de croissance et un allongement de la saison de la période sans gel, mais aussi une augmentation au niveau des unités thermiques maïs et des degrés jour. Mais il faut faire attention parce que l'augmentation de cette température vient aussi avec l'augmentation des températures extrêmes comme les épisodes de canicule. Mais pour la région de la Gaspésie, c'était très faible comme évolution. Du côté maintenant des précipitations, donc on a vu qu'il n'allait pas avoir une hausse ni à l'été ni à l'automne, ce qui pourrait être dangereux pour les déficits hydriques au niveau des plantes. Finalement, on a aussi vu une augmentation des périodes de sécheresse, justement, ou plutôt du nombre de jours cumulés sans pluie. Alors, je vous remercie évidemment pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié la présentation et que ça vous a permis d'en apprendre. Bonne journée!